Eh bien, bon vendredi à tous, madame, messieurs. Toute l'équipe est en place pour vous servir ce matin également. C'est une autre édition, la dernière de la semaine de la revue des Grandes Unes. La nouvelle expression par les 48 heures de captivité. Le crime que j'ai commis, c'est le titre proposé par, le grand titre proposé par le journal. Ludovic Ndio, reporter de la nouvelle expression, fait le récit d'un séjour dans les couloirs de la police, en marge notamment des marches de l'opposition. Les raisons, les choix et même les petits biscuits sont dans le numéro en page 3 de ce matin. Le journal parle également de Bafoussam avec la hantise et des marches persistent, bien entendu, qui persistent justement dans la région de l'Ouest Cameroun. Un dispositif sécuritaire reste visible, bien que l'appel du président national du mouvement pour l'ensemble du Cameroun n'ait pas été donc très suivi là-bas. On parle de tout cela en page 2. On parle également de Kribi où 800 cas de choléra et déjà 32 décès. Tout se passe donc à la prison bien infectée. Le personnel de santé redoute bien entendu le pire dans ces milieux carcérales. C'est en page 4, le journal s'intéresse sur Covid-19, Cameroun, la gestion des fonds décriés. C'est le journal qui le dit d'ailleurs en page 6 de ce numéro, disponible en kiosque ce matin. Et puis l'Œil du Sahel parle de l'extrême nord, avec 68 écoles primaires toujours fermées à cause de Boko Haram. C'est ce qu'on découvre en page 7. Et on parle également des régionales. Malaise au sein des rangs du RDPC dans la Damawa. Toujours dans la Damawa, on parle du probatoire général 2020. La Damawa fait l'honneur au septentrion. C'est ce que le journal propose également ce matin. D'autres informations sont contenues dans le tabloïd. On parle du livre aussi. Dr Manaouda Malachi promeut donc la solidarité internationale et la paix. C'est ce qu'on découvre en page 10 du journal L'Œil du Sahel ce matin. Le messager parle donc des régionales. Amadou Ali sur la Solette. C'est ce que le journal propose. Le journal parle également de Berthoud avec l'immeuble de Zico au centre des appétits. Et tout cela dans le journal Chambre de commerce. Christophe Ekeng Rampil, c'est le journal qui propose également cette autre actualité. Le journal Mutation parle d'échecs massifs avec le probatoire dans les bacs. C'est le journal qui propose donc cette actualité également ce matin. Le journal fait savoir qu'à la suite du baccalauréat de l'enseignement général, le taux de réussite 31%. À cet examen est donc largement en baisse par rapport à la session précédente. C'est à lire en page 7 du journal, disponible en kiosque ce matin. Le journal Mutation a d'autres informations aussi que je vous invite à lire. Le journal Émergence parle de marche du 22 septembre, succès ou échec, c'est une question, mais 12 experts s'affrontent déjà autour de cette question. C'est à lire dans le numéro de ce matin. Le journal a également d'autres informations aussi. Repère, pour sa part, parle donc des élections régionales, la ruée des pontes du pouvoir à découvrir à la une du numéro de ce matin. Tout un dossier pour comprendre exactement qu'est-ce qui motive ceux-là qui ont déjà eu à passer dans des postes, à passer à des postes aussi importants. Donc le journal propose le dossier ce matin que je vous invite à parcourir aussi dans Repère. Le soir hebdomadaire pour sa part parle de Cameroun qui est donc ton véritable frère. Donc il faut également le lire l'article ce matin parlant également de la solidarité internationale et devoir de paix. L'Odyssée de Malachi Manaouda au centre ou alors au cœur de la diplomatie mondiale. C'est le journal qui propose le sujet et d'autres sujets également. Honneur au secteur des transports, parlant notamment de cette autre actualité dans le journal, parlant notamment de commerce ou des conférences nationales avec ce qui est fait pour améliorer le secteur des transports au Cameroun. Tout cela dans le journal et le journal Le Soir hebdomadaire de ce matin. Cameroun Tribune parle dans des mi-temps à l'école. Autre mesure spéciale, il faudra bien expliquer aux parents. C'est ce que le journal propose également ce matin. Dans le dossier, on apprend que dans la perspective de l'introduction de ce système lors de la prochaine rentrée dans certains établissements, distanciation physique oblige. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dione-Gouté, qui présidait d'ailleurs le conseil de cabinet du mois de septembre hier, a invité les ministres concernés à tout mettre en œuvre pour une bonne information des parents. Dossier à lire de la page 2 à la page 3 et d'autres informations contenues dans le journal Cameroun Tribune de ce matin. Le journal Économie parle donc de coopération des investisseurs allemands à la conquête du Cameroun. C'est ce qu'on découvre. Ils sont tous experts, en tout cas dans plusieurs domaines, et des domaines qui sont d'ailleurs importants pour notre pays. C'est dans le journal L'Économie de ce matin. Voilà ce que la presse que nous avons reçue à notre rédaction nous propose. Vous aurez également l'occasion de parcourir l'information dans les tabloïds. Si vous faites un tour en kiosque ce vendredi. Georges Semé, bonjour et bienvenue. Merci. Bonjour à vous, M. Ndongo. Bonjour à nos sympathiques téléspectateurs. Je voulais particulièrement saluer nos chers téléspectateurs de Boya et de Baganté, deux villes charmantes qui se caractérisent plutôt par leur
leur accueil, leur hospitalité, mais également par leur propreté. Ce sont des concepts tellement d'actualité que, parce que le Cameroun est aujourd'hui et souffre aujourd'hui de son instabilité socio-communautaire. Or, les villes de Boya et de Baranté offrent une hospitalité légendaire, mais on se rend compte également que le Cameroun souffre de son insalubrité. Or, quand vous allez dans ces deux villes, vous observez que tout est fait pour que ces villes soient maintenues dans la propriété la plus absolue. Donc, je crois que ça mérite quand même qu'on ait tiré un coup de chapeau ce matin. Merci. Enfin, je vous invite à faire d'autres villes aussi, à parcourir d'autres villes. Bien sûr, oui, il y a d'autres villes qui subissent également par ces aspects. Je voulais d'abord commencer aujourd'hui par Boya et Baganté. D'accord. Merci d'être là. Bonjour Thierry Nyobé. Bonjour Flavien Ndongo, bonjour à Georges Sémé, que je retrouve. C'est très rare de le retrouver sur un plateau de télévision, surtout à Equinox Télévision. C'est un plaisir d'être là, même quand je partage pas son optimisme béat, parce que je continue à croire qu'au-delà de ces villes, de ces deux villes, il y a des villes qui font quand même d'efforts, mais au-delà de ces villes-là, pour qu'on arrive même à ce niveau, il faut déjà qu'il y ait un minimum d'infrastructures. Et vous savez que l'essentiel des villes du Cameroun manque justement de ce minimum-là, malheureusement. D'accord. Alors, donc c'est votre avis, bien entendu, l'avis de Georges est contre la vôtre, contre le vôtre en même temps. Donc, on peut découvrir tout cela dans la presse aussi. Il y a d'autres sujets. Il y a la nouvelle expression ce matin, 48 heures de captivité. Le crime que j'ai commis, c'est Ludovic Ndio qui relate un peu ce qu'il a pu observer, qu'est-ce qu'il a constaté, et ce qu'on a dit de lui alors qu'il était présent. Un gros mensonge, selon lui. C'est un récit extraordinaire d'un confrère et d'un journaliste de la presse écrite ordinaire qui est, d'après moi, rompu à la tâche du reportage. Mais lorsque je parcours l'entame de ce récit, je me rends compte que l'article a commencé par deux questions fondamentales qui lui ont été posées par la police, à savoir qu'est-ce que tu allais faire au domicile de M. Kamto, est-ce que c'est là-bas que se déroulait la marche. Faut-il rappeler à la police qu'un journaliste est doté d'une capacité à recouper l'information, l'autocensure et erga omnes, et là où il veut. Je pense que c'est dans ce cadre que, au-delà de la marche, qui est un certain théâtre de recoupement, il y a d'autres théâtres de recoupement, donc il était loisible, il était libre d'aller au domicile de Kamto pour avoir la bonne information. Je crois que nous avons été tous mobilisés dans le cadre de cette interview, dans le cadre de cette marche du 22 septembre. Moi, personnellement, j'ai fait plusieurs points de la ville de Douala et c'est pour apporter une réponse à la police, comme quoi on ne devrait pas se cantonner seulement, se focaliser seulement à la principale information, alors qu'il y a des aspects parallèles à la même information pour avoir un rendu assez complet. Donc, l'individu était dans son rôle, tout à fait, de procéder aux multiples recoupements. Mais je crois que lorsque je parcours totalement l'article, je me rends compte qu'il y a en effet eu quand même un peu d'abus. Il y a eu de l'abus de la part de notre police, mais il y a également eu de l'exagération, un peu d'excès de zèle. Et je pense que notre police, qui est une police... certains éléments de la police, bien sûr. Et il y a même eu de la stigmatisation, parce qu'il y a eu des questions assez curieuses qui ont été posées à notre confrère sur le rôle médiatique que joue le groupe Equinox dans le rendu de l'information. Je crois que ce sont des questions qui n'ont absolument rien à voir avec le travail d'un policier. Et heureusement, tout est bien qui finit bien. Il a été libéré. On ne nous renseigne pas sur des sévices corporels qu'il aurait eu, contrairement à notre confrère Dassi. Mais je pense que la police, Rodrigue Dassi, la police qui est quand même un corps assez professionnel, assez bien formé, devrait quand même se séparer de ce type de comportement qui n'honore pas notre police. Et j'écoutais encore hier un reportage sur Radio France Internationale qui, après les arrestations des confrères, ils ont dit que le Cameroun était parmi les deux pays où la liberté de la presse est systématiquement violée. Donc ça n'honore pas du tout notre pays. Et je pense que à la lumière de ce que notre confrère Ludovic a décrit, on devrait peut-être changer de fusil d'épaule. Mais on peut également interpeller la démarche de nos confrères qui, dans ce type de théâtre d'opération, on devrait respecter certains protocoles et certains canons. Je ne dis pas que Ludovic n'a pas respecté, mais il y a certains confrères qui ont voulu faire du hourra journalisme et sont tombés dans les mailles de la police. Donc il y a un certain protocole de sécurité à respecter et je coupe la poire en deux entre la police et les confrères afin que prochainement, lorsqu'il y a ce type d'événement, on ne sera pas face à ce type d'effet. D'accord. Alors Thierry Nyobé, vous avez parcouru l'article de Ludovic lui-même qui écrit, il raconte
ces déboires, ces difficultés rencontrées dans les couloirs, les mésaventures dans les couloirs de la police, là où il est passé, deux structures, je voudrais dire deux chambres, pour essayer de s'expliquer sur sa présence dans les alentours du domicile du président du mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Oui, Georges a souligné tout à l'heure que quand on est sur le théâtre de l'action, il y a un protocole de sécurité qu'on devrait respecter. Nous sommes d'accord. Mais quand on est vraiment sur le terrain de l'action, sur le champ de l'action, comme le match que nous avons vu, où on tire parfois à balles blanches, où on verse des gaz lacrymogènes, il faut éviter, parce que même dans la méthode participative en sciences sociales ou en recherche, on demande aux gens, on demande aux chercheurs de s'impliquer, mais pas s'impliquer tout en gardant quand même une certaine distanciation avec les faits. On peut donc le dire quand c'est le cas. Mais pour ce qui est de Ludovic Ndio, je ne pense pas qu'il était sur le théâtre de l'action au point où il devrait respecter un protocole de sécurité. Je ne sais pas les circonstances ou comment, jusqu'où on a réussi à aller pour mettre directement la main sur lui, parce que pour savoir que le domicile du professeur Maurice Kamto était surveillé, il fallait pas faire de la prestigitation. Les images même qui ont été diffusées par une chaîne concurrente, la télévision nationale, montrent à distance, des filmés à distance, montrent des policiers en infraction au niveau de son entrée. Est-ce que son domicile était totalement fermé aux visites? J'ai pas à mon sens, connaissance de tous ces éléments-là. Mais toujours est-il, on l'a dit sur ce plateau mardi dernier, le journaliste est un objecteur de conscience, qu'on le veuille ou pas. Le journaliste, quand il fait bien son métier, aide un pays, aide un gouvernement à faire avancer les libertés, faire avancer la démocratie, parce que là où on enferme la liberté d'expression, on bloque nécessairement l'évolution de la démocratie. Et ce qui s'est passé avec les cas de Rodrigue, de Ludovic et de Polycarpe Essomba et les autres sont des cas que nous avons dénoncés avec véhémence sur ce plateau. On continuera toujours à les dénoncer parce que les journalistes camerounais sont d'une manière ou d'une autre. Cela n'est pas nécessairement le problème de Equinox Télévision, mais c'est le problème de la corporation en général. Ils sont stigmatisés. C'est comme si, en réalité, faire ce métier signifie nous sommes des parias de la société, mais loin s'en faut. Nous sommes des directeurs d'entreprise qui emploient parfois, et des journalistes respectés et respectables, qui font un métier superbe, génial, qui fait, qu'on le veuille ou pas, faire bouger la ligne. Parce que quand ils rendent justement compte, cela permet au gouvernement et aux gouvernants de se questionner sur la manière avec laquelle les affaires sont gérées, de questionner un certain nombre de choses. Donc, cet excès de zèle arrive au quotidien. Ce n'est pas le premier, ça ne sera non pas le dernier. Ne nous mentons pas, il y aura toujours ces excès de zèle-là, ces interrogations parfois à tête chercheuse, parce qu'on veut simplement porter... Alors, lorsque vous lisez justement l'article de Ludovic, il dit que son enquêteur, enfin celui qui lui posait des questions, a fait constater à d'autres qu'il écume les plateaux de télé, alors que Ludovic ne fait pas les plateaux de télé. Il dit que c'est lui qui est là à critiquer les actions du gouvernement au quotidien. Mais c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Le rôle, nous sommes des objecteurs de conscience, des historiens du présent. Est-ce que quand ça va mal, on devrait dire que ça va bien? Si quand on peint tout en blanc, on n'aide pas un gouvernement, encore moins des gouvernants, à mieux faire leur travail. Notre devoir est de dire que ça va, quand ça va mal, de dire que ça va mal, et quand ça va bien, dire que ça va bien. Et en même temps, dans un journal, comme dans un média en général, il y a la ligne éditoriale. On peut décider. Je vous rappelle qu'on peut démontrer que l'habit que vous portez est blanc, être fait des taches blanches. On peut le démontrer tout en omettant effectivement le bleu. On peut parler du bleu de manière subsidiaire sans pour autant s'y apaisantir. En même temps, c'est la même chose qu'on observe dans le traitement de l'information, que l'on le veuille ou pas. On peut décider de faire une marche et de démontrer que tout et de montrer que la marche est un véritable fiasco. Comment on peut démontrer avec des preuves à l'appui que la marche a valu son pesant d'or et que l'effet escompté a été celui-là. Et c'est ce qu'on observe même au niveau de la presse. Si vous aviez écouté les reportages, ça je l'ai fait, des reportages qui ont été diffusés par la télévision nationale,
ils n'ont rien à voir avec ce qu'Equinox a diffusé, mais tous parlent du même fait, des mêmes événements. Donc, en principe, que l'on le comprenne. Moi, je crois qu'il faudrait que les enquêteurs comprennent que les journalistes ont leur rôle dans la société et nous devons plutôt que d'être d'être accompagnés dans l'exercice de notre métier. Georges, pour sortir. Oui, vous avez raison, Thierry Niopé, le journaliste a son rôle dans la société et je crois que le journaliste devrait être accompagné. Et je pense qu'il est possible d'avoir des relations apaisées entre le journaliste et le policier. Au lieu de se regarder en chaîne faïence comme nous a livré le spectacle du 22 septembre, le policier ne devrait plus être regardé sous le prisme du monstre par le journaliste. Et je crois que le policier ne devrait plus regarder également le journaliste comme un imposteur. Pourquoi ne pas organiser, comme on le voit sous d'autres cieux, des séminaires de synchronisation entre journalistes et policiers, sur des thèmes précis, ce qui fera peut-être qu'on saura là où commence la liberté de l'un et là où s'achève la limite, là où se présente la limite de l'autre. Je crois qu'on devrait pousser la réflexion jusqu'à ce niveau, au niveau gouvernemental, mais également au sein des syndicats de journalisme qui sont aujourd'hui plusieurs. Ça permettra qu'on ait des relations tout à fait apaisées entre ces deux corps. D'accord. C'est pour sortir? Oui, juste pour souligner que, Georges, les journalistes, les vrais le savent, parce que ça s'enseigne dans des écoles. On sait où commence la liberté de la presse, on sait également où elle s'achève, parce qu'on ne peut pas mettre à mal nécessairement un pays pour vouloir le mettre, mais c'est avec des faits probants, et on sait en même temps qu'il y a des informations qu'on ne devrait pas donner, même au prix de sa vie, parce qu'elle peut porter atteinte soit à l'honorabilité de quelqu'un quand cela est nécessaire, ou elle peut détruire toute une nation. On avait d'ailleurs l'habitude de le dire à l'école, une information peut tuer des milliers de personnes, alors qu'une arme ne tue que quelques-unes, et même une mitraillette ne peut tuer qu'une centaine de personnes. Rappelez-vous de l'affaire de la radio de Mille Collines. Donc, les journalistes, les vrais, savent jusqu'où on peut aller et jusqu'où on ne devrait pas aller. Donc, les policiers devraient, les hommes en tenue en général, devraient plutôt comprendre que nous sommes des acteurs de la société. Nous sommes là pour les accompagner, pour mieux faire leur travail. D'accord. Alors, donc, on peut parcourir l'article de Ludovic lui-même, qui rédige cet article et qui raconte en tout cas tout ce qu'il a vécu dans les couloirs de la police, en marge notamment des marches de l'opposition, les raisons, les choix et même les petits biscuits qu'il a ramenés de ce côté-là. C'est en page 3 du journal. Le journal Émergence ce matin parle donc de marche du 22, succès ou échec. Il y a déjà 12 experts qui s'affrontent autour de cette question. C'est le traditionnel débat du vendredi de nos confrères d'Émergence qui a interrogé 12 experts. Mais lorsque je jette un regard sur les réseaux sociaux, ce sont des millions et des millions de commentaires de réponses à cette question qui a aujourd'hui été posée par Émergence. Alors, pour répondre personnellement à la dite question, je vais aller de façon chronologique. Lorsqu'on regarde le lancement du mot de marche par le MRC et l'interdiction du gouvernement, on peut dire que effectivement le MRC a réussi son pari. Parce que face aux mises en garde successives, on se serait attendu que les militants du MRC fassent les mous. Mais malheureusement, ils sont sortis, même si ce n'était pas le nombre escompté, ils sont quand même sortis face à l'armada de sécurité qui était face à eux. Mais lorsque on prend cette fois-ci l'objectif de la marche, qui était de mobiliser massivement et de produire un chassement, entre guillemets, du président de la République, je crois qu'il y a eu un échec. Il y a eu un échec cuisant parce qu'il n'y a pas eu la mobilisation escomptée. Et lorsqu'on cause avec certains scientifiques du MRC, ils sont extrêmement déçus, ils estiment qu'il n'y a pas eu la mobilisation escomptée et bien évidemment le 23 septembre, le monsieur Biya était encore au pouvoir, donc je crois qu'il y a eu un échec de ce côté-là. On pourrait le mitiger, pourquoi? Parce que sur la mobilisation, lorsqu'on fait un parallèle avec les années 90, il n'y a pas photo, les années 90 c'était une mobilisation massive avec la coalition de l'opposition qui était menée par Frondi. Tout à côté, nous avons février 2008. Il n'y a pas aussi photo parce que je crois que le Cameroun a connu 3 jours d'enfer où il y avait des marches partout. Le pouvoir était carrément dans la rue. Donc,
vu sous ce prisme-là, la marche du 22 est une très petite marche. Mais on peut faire également notre parallèle avec les marches blanches de janvier 2019. Par contre, à ce niveau, le MRC est monté d'un cran parce qu'en janvier 2019, il n'y avait pas grand monde pour marcher. Même si la riposte du côté de l'armée était assez violente, mais il n'y avait pas grand monde. Par rapport à 2019 et au 22 septembre 2020, il y a eu quand même une légère montée en termes de mobilisation. Mais je crois que si on fait la somme de tout cela, je pense, pour répondre à cette question, qu'il y a eu plus d'échecs que de succès. Voilà, ça c'est votre avis de toute façon et votre analyse en même temps à la suite de ce que le journal propose. Succès ou échec, parlant de marche du 22 septembre. Voilà, ça rejoint exactement ce que je disais tout à l'heure. Ça dépend du bord où on se trouve dans le traitement de cette information. Georges, j'ai admiré la sagacité avec laquelle il a tenté de démontrer que c'était un échec ou une réussite. Ça dépend de là où on se place. Je l'ai dit tout à l'heure, les médias proches du gouvernement qui d'une manière ou d'une autre, collaborent avec un certain nombre de personnes proches du gouvernement, ont démontré que la marche du 22 septembre était un véritable échec. On a parlé de la montagne qui a accouché d'une souris, une véritable débauche d'énergie inutile à la même de pétards mouillés. On parlait de pétards mouillés. Il y a beaucoup de thèmes qui ont été utilisés, même le quotidien Cameroun Tribune est revenu là-dessus. Donc c'est pour dire que ça dépend déjà du bord où on se trouve. Et vous avez également vu le traitement qui a été fait par Equinox Télévision et les autres personnes qui défendent, en fait qui restent parfois du côté du peuple pour démontrer effectivement que les choses du côté de la réalité. Je continue à croire que cette marche a été un véritable succès, qu'on le veuille ou pas. Succès pourquoi? Simplement parce qu'ils ont réussi à braver tout le dispositif sécuritaire qui a été mis sur pied. Donc quand on même dit... Je l'ai dit au début, vous, c'est voilà, c'est ce que je disais. On a dit, donc quand on dit qu'on a utilisé une massette pour tuer une fourmi, en réalité. Donc, pour s'attaquer à une fourmi. Parce que, on l'a dit, ça ne servait à rien de déployer toute cette artillerie pour empêcher les gens de marcher. On pouvait, comme on l'a toujours demandé, encadrer ces marches. Vous avez vu ailleurs, les marches ont été encadrées. Les marches n'ont pas été systématiquement interdites. Là où il y a eu beaucoup plus de chaufferie, c'était du côté de Douala, notamment du côté de Dokoti et du côté de Ange Raphaël. Donc à ce niveau, on peut parler de succès total. Mais Georges est revenu là-dessus pour démontrer effectivement que c'était un véritable fiasco. Parce que je l'ai dit, moi sortant de Yaoundé, lundi, j'ai battu le Macadam, j'ai fait plusieurs zones du côté de Yaoundé. C'était pratiquement la sérénité totale. Si vous aviez fait un tour du côté de l'avenue Kennedy, les gens vaquaient à leurs occupations. Au marché central, les gens vaquaient à leurs occupations. Le centre urbain grouillait de monde. Au niveau de la poste centrale, il n'y avait pas de problème du tout. Donc, à ce niveau, on peut dire que c'était un échec. Donc, ça dépend de là où on se place on s'en tient à votre juger de cette actualité. D'accord. Surtout, oui, s'il vous plaît. On va passer à autre chose. Oui, évidemment. Pour dire que c'est un échec, il faut quand même se poser des questions essentielles. Est-ce que c'est parce qu'il y avait cette armada face au MRC qu'on n'a pas vu la grande mobilisation, ou alors c'est un problème culturel du Camerounais qui n'est pas très au fait des marches. Il faudrait également mitiger de ce côté-là, mais je pense quand même que, vu l'analyse que j'ai faite tout à l'heure, et pour compléter ce que mon confrère Thierry a dit, il y a eu plus d'échecs que de succès, parce qu'on n'a pas vu la mobilisation, et au soir du 23, au soir du 22, on a vu que le président Biya était encore sur son siège, confortablement. On a dit que c'était un processus, de toute façon. Alors, donc on peut lire la suite, répondre également à cette question, succès ou échec, ça dépend du bord par lequel on peut tenir la ficelle ou l'actualité. Alors, autre chose également, ce matin, à Kribi, on parle de 800 cas de choléra, 32 décès déjà, et le premier cas, on l'a enregistré dimanche. Nous sommes à pratiquement 5 ou 6 jours de cette situation, de cette épidémie qui aujourd'hui fait déjà des victimes. C'est une très mauvaise nouvelle pour la communauté sanitaire, mais c'est également une horrible nouvelle pour les populations de Kribi. Vous savez que c'est une ville balnéaire, et lorsqu'une ville balnéaire qui a des potentialités économiques est attaquée par une maladie aussi contagieuse, ce n'est pas tout à fait une bonne nouvelle. Et à ajouter à cela le phénomène du Covid-19, je crois que ça fait assez. Le vibrion cholérique qui est la cause de
du choléra est un virus, c'est un bacille qui est extrêmement tenace. Et je crois que le Cameroun copine un peu trop avec lui parce que chaque année, on a toujours des cas de choléra qui ressurgissent. Et récemment, à chaque fois, encore à Bonabéry, on exactement, a enregistré quelques cas. Exactement, et à chaque fois, il y a des morts et à chaque fois, on nous annonce que d'importantes mesures sanitaires ont été prises, mais le vibrion revient toujours. Et cette fois-ci, je crois que c'est l'univers carcéral qui a été attaqué. C'est encore plus inquiétant parce qu'il y règne la saleté, l'insalubrité, la promiscuité, etc. Et on a peur que de l'univers carcéral, ça peut désormais attaquer les populations qui sont en contact avec ces milieux. Donc, on estime que les autorités sanitaires prendront toutes les mesures afin que ça ne devienne pas une sorte de fléau qui va non seulement se rajouter à la Covid-19, mais également contaminer les autres villes qui sont mitoyennes à celle de Kribi. Le personnel de santé redoute le pire dans ces milieux carcérales, c'est-à-dire à Kribi. Vous avez bien fait d'appuyer, de mettre le doigt dans la plaie, parce que quand on parle de milieu carcéral, vous vous rappelez que les conditions de santé, de vie ne sont pas les plus idoines. Donc cela pousse nécessairement à comprendre que le milieu carcéral dans lequel ces 32 décès ont été enregistrés, ces 800 cas signalés, les conditions ne sont pas les meilleures du tout. Certainement, les gens vivent dans la promiscuité comme dans l'ensemble des prisons camerounaises. Depuis qu'on parle d'élargir, d'agrandir les prisons, d'en construire d'autres, les dossiers continuent à traîner au niveau du ministère de la justice. On ne sait pas pourquoi. Jusqu'à présent, les choses ne bougent pas à ce niveau. Il faudrait davantage mettre un accent là-dessus parce que si vous allez ici à la prison de là, vous rendrez compte que même en saison pluvieuse, il y a malheureusement, parce qu'il n'y a pas d'espace, il y a beaucoup de prisonniers qui dorment parfois à la belle étoile, malgré ces intempéries-là. Chacun se protège comme il peut. Non, quand on est en prison, on n'est pas déshumanisé. Il faudrait que l'on le comprenne. La prison est faite pour tout le monde. Hein. Être en prison, on n'est pas... Quand on est en prison, on n'est pas un pari à la société. On peut être en prison parce que les faits ont peut-être été mal interprétés. On peut être en prison pour diverses raisons. Tout le monde peut faire la prison, même nous. Donc, et surtout, nous sommes même au bord de la prison. Il y a un ministre de la République qui m'a promis la prison pour avoir dénoncé un certain nombre de manœuvres. Mais ça ne fait rien parce que moi, en fait, la prison ne me fait pas peur du tout. Donc, tant qu'on fait ce métier, on n'est pas à l'abri de ce genre de choses. Donc, ceux qui gèrent le milieu carcéral devraient comprendre qu'il faut humaniser ces endroits-là. Les prisonniers ne sont des êtres humains comme les autres. Il faut qu'ils vivent dans des conditions optimales, comme vous à la maison, comme tout le monde. Parce que vous trouverez que même l'accès à l'eau potable se pose avec beaucoup d'acuité. Ce n'est pas normal au XXIe siècle. Il faudrait que... Voilà pourquoi on peut comprendre le ras-le-bol de certains Camerounais. Parce que quand les gens descendent dans la rue, Flavien Ndongo, il faut le dire, beaucoup de personnes, chacun descend pour ses problèmes. Moi, je peux descendre dans la rue parce que depuis un an, je n'ai pas de carte nationale d'identité. Pourtant, j'ai fait des démarches depuis. Et lui peut descendre parce qu'il n'y a pas d'eau potable dans son effectivement. village. Je peux descendre parce que nous n'avons pas d'eau. Nous n'avons pas de route. Nous n'avons même pas d'électricité alors que la Sénégal maritime en produit. Ce n'est pas possible. Donc, il y a mille et une manières de s'insurger contre un certain nombre de choses. On peut descendre à Kribi simplement pour dénoncer la gestion du milieu pénitentiaire. Donc, il faudrait que nos gouvernants prennent conscience davantage et comprennent que les Camerounais pleurent parce qu'ils sont meurtris. Généralement, on ne peut pas taper sur un enfant et l'empêcher de pleurer, comme j'ai l'habitude de le dire. D'accord. Alors, c'est ce qu'on lit dans le journal La Nouvelle Expression ce matin. Ça se déroule à Kribi, à la prison de Kribi. Donc, où on parle déjà de 800 cas de choléra, 32 décès. Vous aurez l'occasion de lire davantage et de savoir qu'est-ce qui est fait pour améliorer les conditions de ce côté-là. Cameroun Tribune parle ce matin de la mi-temps à l'école. Autre mesure spéciale également, ce que le journal propose. Il faut bien expliquer aux parents, c'est ce que dit le Premier ministre. Il s'est adressé au ministre en charge de l'éducation, soit l'enseignement secondaire ou l'éducation de base. Tout à fait, c'est l'une des retombées du conseil de cabinet qui s'est tenu il y a quelques heures seulement, voilà, hier. Et je pense que c'est lié à l'actualité parce que la rentrée c'est dans quelques jours et il fallait bien qu'on se mobilise du côté du gouvernement pour prendre certaines mesures adéquates avec la conjoncture sanitaire actuelle. Et l'une de ces mesures, c'est bien évidemment de passer à un nouveau régime d'enseignement, c'est-à-dire le système à mi-temps, qu'on peut aussi appeler l'enseignement alternatif. Je crois que ça existe déjà dans certains établissements scolaires du fait de l'effectif pléthorique et de l'offre en salle de classe qui n'est pas assez consistante. Donc on choisit de diviser les élèves en 2 ou en 3 groupes. Certains passent le matin et d'autres passent le soir. Avec le Covid-19, le gouvernement est presque contraint de
de faire avec, parce qu'il faut respecter, il faut éviter plutôt la contamination et respecter les mesures de distanciation. Donc, on ne peut pas prendre les groupes, le nombre initial dans une salle de classe, il faut effectivement les diviser, par conséquent passer à 2 groupes. Je pense que c'est un autre casse-tête, qui ne sera pas facile à gérer par le gouvernement parce que ça va demander non seulement des moyens, ça va demander des moyens supplémentaires, ça va demander également des arguments supplémentaires à donner au corps enseignant qui ont déjà assez de problèmes comme ça, mais il faudra le respecter. Il faut construire de nouvelles salles de classe. Voilà, donc je crois que minimum 25 élèves par ça classe. emporte des conséquences qu'il faudra effectivement gérer, mais je crois que la santé n'a pas de prix et que ce soit les parents, que ce soit les élèves, il faudra s'y faire. Alors, Thierry Niapin, ici on parle de mi-temps et que les responsables en charge de l'éducation doivent expliquer au maximum le bien fondé de cette nouvelle mesure aux parents. Oui, ce qui implique la communication. Donc, qu'on le veuille ou pas, on a toujours dit... Parce qu'ils sont sortis de ce grand rendez-vous et chacun va prendre sa route et aller s'asseoir. Les parents vont confondre tout et vont se retrouver face à des situations. Il faudrait le faire. Vous savez pourquoi j'en riais tout à l'heure? Parce que, une fois de plus, ce sont les hommes des médias qui sont interpellés. Ouais. Ce sont les communicants qui sont interpellés. Ouais. Ce qu'on interpelle et qu'on enferme. C'est ce que je voulais dire. Donc, en fait, ils nous sollicitent quand ils ont besoin de nous et nous jettent en pâture quand ils n'ont plus besoin de nous. On espère que ça ne sera pas toujours le cas et que les relations seront plus apaisées parce que notre rôle, notre devoir, on l'a dit, nous sommes des historiens du présent. Notre rôle, justement, est d'expliquer et d'aller à la source de l'information, la recueillir, la repenser parce que nous avons quand même le pedigree nécessaire qui nous permet de les analyser, de les comprendre pour les mettre à la disposition du commun des Camerounais, du Camerounais lambda. C'est la raison pour laquelle cette émission est prisée, M. Ndongo. J'ai été surpris même à l'Ouest quand j'étais le week-end dernier. À travers la voix, on reconnaît quelqu'un parce que justement, cette émission est prisée. Pourquoi? Parce que nous apportons un plus dans la compréhension de l'actualité au quotidien à travers la lecture des journaux. Donc, il faudrait que l'on comprenne. C'est pour cette raison que l'enseignement alternatif mérite d'être une fois de plus réexpliqué. Mais ce n'est même pas la première fois qu'on parle d'enseignement alternatif. Les écoles publiques le font au quotidien, tout est pour pallier à ce problème, à cette pandémie, la Covid-19. Il faut le faire, il faut aller au-delà. Mais ce qu'on n'a pas expliqué, ce qu'on n'avait pas dit, c'est qu'à plus de 18 heures, l'enseignement devrait se poursuivre à partir des cours par correspondance. Entre-temps, le réseau Internet ne fonctionne pas du tout. Aujourd'hui, au Cameroun, vous avez à peine de quoi communiquer par Internet, encore moins faire de recherche parce que le réseau Internet est vraiment pitoyable. De toute façon, vous aurez l'occasion de lire ce que la presse propose, les traitements réservés à toutes ces actualités, Et c'est l'occasion pour vous de faire le tour en kiosque également ce vendredi. Je vous souhaite un très bon vendredi, bon week-end. Et à lundi, 9h20 pour la première de la semaine prochaine. Au revoir.